Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Aujourd'hui, j'accueille Barbara Dupé, PMM Lead chez Open Classrooms, pour parler d'un sujet dont on n'entend pas parler tous les jours, la restructuration d'équipe suite à un plan de départ volontaire. En 2023, Barbara voit son équipe passer de 7 à 3 personnes, elle inclus. Dans un contexte économique tendu, où on voit les plus grosses boîtes tech, notamment US, réduire leurs effectifs, la frugalité et l'optimisation sont devenus les maîtres mots. Et pourtant, ce sujet reste encore très tabou, avec peu de retours d'expérience sur ce sujet. Alors Barbara a pris le micro du podcast pour décomplexer ce sujet et libérer la parole sur ce type d'événements exceptionnels, mais qui font partie de la vie d'une entreprise. Elle nous explique avec transparence son process pas à pas pour repenser la structure de l'équipe et les process. Comment prendre des décisions justes pour se concentrer sur les missions essentielles du métier de PMM. Ses bonnes pratiques pour passer de la théorie à la réalité afin de dérouler son plan de restructuration. Ses conseils pour embarquer son équipe mais aussi ses stakeholders dans cette démarche de réorganisation. Et enfin, ses principaux apprentissages et ses conseils pour gérer au mieux ce genre de situation. Mais avant de vous souhaiter une bonne écoute, je suis ravie de vous annoncer que cet épisode est sponsorisé, et pas par n'importe qui. Il s'agit de Pachamama, la seule agence de conseil et recrutement produit montée par une ancienne head-off, Marion Darnay. La mission de Marion avec Pachamama est simple, aider les entreprises à scaler sereinement la fonction produit. Elle a déjà accompagné plus de 150 entreprises et placé plus de 100 talents depuis sa création en 2020. Alors si vous cherchez à faire croître votre équipe produit, ou si vous êtes à la recherche de votre prochaine aventure professionnelle, Pachamama vous accompagne dans toutes les étapes du process. Rien n'est laissé au hasard. Pour preuve, son NPS à 97%. Et oui, Marion et son collectif de recruteurs spécialisés peuvent vous aider à recruter ou à être recruté sur tous les métiers du produit, le product marketing inclus bien sûr. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de son site pachamama.pm dans les notes de l'épisode. Hello Barbara, je suis super contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Comment tu vas ? Écoute, je suis ravie d'être là aussi. Tout va bien. J'espère que pour toi aussi. Ouais, ça va super. On est vendredi, donc forcément ça va. C'est clair. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots ? Alors moi, je suis Barbara Dupé. Je suis manager de l'équipe Product Marketing chez Open Classrooms. J'ai pris ce poste il y a 2 ans. Enfin, je suis arrivée chez Open Classrooms il y a 2 ans. Je fais du Product Marketing depuis 4 ans. Et ça va faire bientôt 10 ans que je travaille dans des entreprises tech, du grand groupe à la scale-up. Et c'est super intéressant parce que dans cet épisode, on va parler d'un sujet dont on entend peu parler. J'aimerais te donner l'occasion de décomplexer le sujet d'une restructuration d'équipe, donc de ton équipe PMM que vous avez eue chez Open Classroom l'année dernière. Pour commencer, je te propose de parler de ta place en tant que manager. Comment bien réagir finalement à cette annonce ? Comment est-ce que toi, tu as fait l'annonce aussi à tes équipes ? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça s'est passé et comment est-ce que toi, tu l'as vécu d'un point de vue manager d'une équipe de Product Marketing Manager ? L'annonce du plan, elle a été faite lors d'une réunion avec toute l'entreprise. Donc en fait, moi j'ai appris cette nouvelle en même temps que les membres de mon équipe. J'ai pas eu d'infos avant en tant que manager, donc même niveau d'information que mes équipes sur ce point-là. Ensuite, sur la partie comment est-ce qu'on gère les équipes, etc. Pour moi, le premier point, c'était de les écouter. De leur laisser le moyen d'exprimer ce qu'ils ressentent suite à cette annonce. Et justement, le fait de l'avoir appris en même temps qu'eux, moi, ça m'a permis aussi d'être vraiment dans un moment d'échange, d'écoute et de dire moi aussi ce que je ressentais à la fois en tant que personne et en tant que manager. Ensuite, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des personnes qui sont restées super professionnelles en face de moi, qui ont eu des réactions très mesurées et qui ont exprimé leurs sentiments de façon très constructive. Il n'y a pas eu de réaction violente ou dure, en fait, ce qui peut aussi arriver dans ce genre de moment parce qu'on est face à des nouvelles qui ont un impact très fort, notamment sur la vie pro, mais sur la vie personnelle des gens qu'on a en face de nous aussi. Ce que j'ai fait, en tout cas, c'est qu'on a fait une liste de questions que eux ils avaient suite à ces annonces et du coup, on avait des points réguliers mis en place avec la direction où on pouvait remonter les questions de ces équipes. Et donc moi, mon but, c'était bien entendu en tant que manager de remonter les questions de mes équipes et d'avoir le maximum de réponses de la part de la direction. Mais le fait d'avoir honnêtement, et ça a été très bien fait chez Open Classrooms, c'est le fait d'avoir ces moments d'échange réguliers en tant que manager avec la direction et les RH pour pouvoir remonter toutes les questions de nos équipes et dans la mesure du possible, obtenir des éléments de réponse.
Tu disais tout à l'heure que tu as eu de la chance, en tout cas, ça s'est bien passé parce que jusqu'au bout, les membres de ton équipe ont travaillé. Je me pose la question, comment est-ce que tu as réussi, comment est-ce que vous avez réussi à garder les équipes motivées? Parce que le business continue et justement, il faut continuer à travailler et à délivrer de la valeur. Comment ça s'est passé? C'était un jeu d'équilibriste, honnêtement, entre garder les équipes focus parce qu'on avait quand même des échéances qui arrivaient sur un certain nombre de livrables et on s'était engagé sur ces livrables avant d'apprendre la grande nouvelle, donc on était obligés de délivrer ces projets. Et en même temps, c'était aussi se laisser des moments pour respirer, soit chacun, soit des moments collectifs. Je me souviens d'une fois où on avait une réunion d'équipe. Honnêtement, je pense que personne n'avait vraiment envie d'être là. Et du coup, on a transformé cette réunion d'équipe en un jeu collectif en ligne pour laisser à tout le monde se dire ok, en fait aujourd'hui c'est pas possible, personne n'a le moral, on va pas se forcer à le faire. Je pense que ça a apporté des moments de respiration dans une période compliquée. Il faut aussi rappeler que même si pour nous, potentiellement, l'aventure s'arrête, elle doit continuer. Open Classrooms, c'est un organisme de formation en ligne. On a des étudiants qui comptent sur nous, en fait, et qu'on est obligé de pas s'arrêter parce que ces étudiants, ils s'arrêtent pas. Et donc, je pense que la mission de l'entreprise, qui est de rendre l'éducation accessible, a beaucoup aidé à continuer de driver, en fait, cette volonté à continuer à délivrer nos projets parce que, c'est pas juste nous, il y a des gens qui comptent sur nous au quotidien et que on se doit pour eux de continuer à travailler pour que eux aussi puissent continuer à avancer dans leurs études, dans leur reconversion, dans les projets qu'ils mènent avec nous. Du coup, de ce que je comprends, c'est que quand même la valeur de la transparence, de l'échange et du partage a été fondamentale pour que ça se passe bien. Oui, oui, tout à fait. Et je pense que c'était très important. Enfin, en tout cas, c'était très important pour moi de mettre au même niveau que mes équipes, c'est-à-dire de vraiment partager avec eux toutes les infos que moi je recevais, toutes les émotions aussi par lesquelles je pouvais passer, parce qu'en tant que manager, on reste humain, on a aussi des sentiments, donc pouvoir partager avec eux, que l'échange soit à double sens, que ce soit eux qui me remontent des choses et que ce soit moi aussi qui leur partage d'autres informations aussi. Quand tu as su que ton équipe allait être réduite, d'ailleurs tu pourras nous dire justement comment, de combien à combien vous êtes passé. J'imagine que tu as dû réinventer la fonction product marketing, revoir en fait tout ce que vous faisiez, qu'est-ce qu'on garde pas, comment on optimise les process, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton process de réflexion pour réorganiser ton équipe, réorganiser les missions, comment ça s'est passé? Avant, on était 7 dans l'équipe product marketing, moi à la tête de l'équipe inclus. Et après, il est resté un poste de manager, un poste de lead et notre alternant qui n'était pas concerné. Donc on est passé de 7 à 3. Ça a été un gros choc. Ma première réflexion, ça a été de se dire, mais en fait, comment est-ce qu'on va faire le travail qu'on faisait à 7 à 3? Enfin voilà, première réaction, c'est pas possible, on va pas y arriver. Et puis une fois le choc passé, ça a été de se dire, ok, en fait, il va falloir changer parce qu'on ne pourra pas faire la même chose à 3 qu'on faisait à 7. Ça, c'était la première évidence. Et du coup, je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à continuer à délivrer de la valeur avec une équipe réduite? Et c'est un peu ce qui a drivé ma réflexion, où je me suis dit, ok, en fait, c'est quoi les missions du PMM, c'est quoi nos missions aujourd'hui et qu'est-ce qui apporte le plus de valeur à l'entreprise en fait. L'idée était d'identifier les activités qui étaient le plus essentielles à la fois au business et à la fois aux équipes avec lesquelles on travaille. Et donc, je pense les équipes avec lesquelles on collabore le plus en tant que product marketing chez Open Classrooms, c'est les équipes UX Research, les équipes Content Design, les équipes produits, bien entendu, les équipes marketing et les équipes sales. Ça fait une grosse liste, mais on le sait. On gravite autour de plusieurs équipes quand on est au product marketing. Donc en fait, ce que je me suis dit, j'ai envoyé une liste de questions assez simples à ces collaborateurs clés. C'était quel est le plus gros impact de l'équipe PMM pour votre équipe? Si vous deviez garder qu'une seule chose de l'équipe PMM, qu'est-ce que ce serait? Et si vous aviez une baguette magique, comment est-ce que vous améliorez la façon dont on travaille aujourd'hui? Ces 3 questions, je les ai donc envoyées à tous mes stakeholders par mail et puis j'ai récolté les feedbacks. J'ai aussi repris la liste de toutes les activités qu'on faisait et je les ai alignées avec les objectifs business de 2023 en me disant ça contribue directement à l'objectif business, ça contribue moins et donc en les hiérarchisant. Et en fait, il y a plusieurs activités qui sont ressorties comme à la fois très importantes pour nos stakeholders et d'autres très importantes pour le business. Donc ça a été ensuite une réconciliation de ces activités pour réorganiser l'équipe derrière. Et est-ce que
Tu as aussi intégré ton équipe dans ce process de réflexion ou ça a été toi qui as posé des questions aux stakeholders, qui a fait un peu ce mapping impact, alignement business et après tu as redescendu l'info? Ça s'est passé comment? C'est moi qui ai mené cette réflexion d'abord toute seule. Et quand j'ai commencé à avoir des résultats et des retours des équipes et des activités qui sortaient du lot, je les ai présentées à mon équipe directement en leur disant, voilà, j'ai mené ces réflexions, voilà ce qu'il en ressort, qu'est-ce que vous en pensez, quels sont vos ressentis, est-ce que vous êtes alignés, est-ce que vous avez des feedbacks contraires à donner. J'ai aussi posé ces questions à mon équipe, les questions que j'avais posées à mes stakeholders de façon indépendante pour qu'ils soient inclus dans le processus de réflexion et avoir le plus de feedback possible. Et on a aussi procédé ensemble, on a un gros fichier Excel sur lequel on a vraiment détaillé toutes nos activités et on les a classées selon les 4 piliers de Martina Loshenko dans Loved. Donc, il y a la partie, en fait, ambassadeur, c'est connecter customer et market insight. Stratégie, c'est la partie go to market. Storyteller, c'est la partie comment est-ce qu'on parle du produit. Et évangéliste, c'est tout ce qui est enablement. Donc, on a classé toutes ces activités selon les 4 piliers pour ensuite pouvoir rattacher, en fait, les objectifs business aux 4 piliers et simplifier, en fait, la réflexion surtout autour de toutes les activités qu'on pouvait avoir et mieux communiquer, en fait, communiquer plus simplement à nos stakeholders sur ce qui allait rester, ce qui n'allait pas rester. Quelles activités sont restées? Lesquelles ne sont pas restées? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez géré et arrêté de gérer? En fait, les 2 piliers qui sont restés, c'est la partie go-to-market et la partie analyse de marché, customer insights. Pourquoi? Parce que ça correspondait à des activités où en fait on avait une valeur ajoutée à apporter sur le business directement. Donc ça, c'est pour la partie go-to-market. Et pour la partie tout ce qui était marché, benchmark, analyse de la concurrence, toute cette partie customer insights, c'était des compétences déjà reconnues dans l'équipe et donc des choses sur lesquelles on avait déjà un savoir-faire et une reconnaissance énorme et qui apportaient énormément aux équipes derrière. Et sur la partie go-to-market, il faut savoir que chez Open Classrooms, il y a 2 équipes produits. Il y a l'équipe expérience plateforme, donc qui va construire toute la partie utilisateurs vraiment au sens propre du terme sur la plateforme Open Classrooms. Et il y a l'équipe qu'on appelle Learning Product qui, eux, font tout le contenu des formations. Donc, en fait, en termes de go-to-market, on a 2 équipes à servir, qui est un peu la particularité chez Open Classrooms, et donc une forte valeur ajoutée à faire tout ce qui est alignement et coordination des équipes là-dessus, à aider à travailler sur tout ce qui est définition des UVP quand on lance une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle offre, etc. Sur le marché. Du coup, je me pose la question parce que ça, c'est du coup, vous l'avez décidé dans votre équipe, vous avez fait un peu le tri. Comment est-ce que derrière, tu l'as communiqué à tes stakeholders, du coup, aux équipes sales, aux équipes marketing? Comment est-ce que tu as réussi à leur dire que l'émission du product marketing allait évoluer et que potentiellement, vous n'alliez plus faire des choses que vous aviez l'habitude de faire? À mon équipe, on en a beaucoup parlé durant nos daily. On se voyait tous les matins pour ce qu'on appelle le daily coffee, qui est le même principe qu'un daily dans toute équipe squad, équipe agile, etc. Où en fait, voilà, moi je partageais mon raisonnement, les retours, on en discutait. Donc on était vraiment dans cette démarche de changement. Qu'on était d'accord sur le postulat de départ que on pourrait pas faire à 3 ce qu'on faisait à 7 et qu'il fallait voilà avancer, réfléchir, etc. Ensuite, comment est-ce que j'ai communiqué aux stakeholders. J'ai fait une grosse présentation récapitulative des insights, voilà, où j'ai présenté la démarche, les questions que j'avais posées, les retours que j'avais eu de chaque équipe et une synthèse de ce qui ressortait de ces retours-là. Et puis l'alignement, la présentation de toutes les activités et leur alignement avec des objectifs business. Et enfin, la présentation de la nouvelle organisation que je souhaitais. Donc, moi, à la fois côté manager et focus sur le go-to-market. La personne, le poste de lead concentré sur tout ce qui était vraiment Customer Insight et analyse de marché. Et notre alternant, un peu plus concentré sur la partie enablement, mais aussi surtout en soutien de nous deux, à la fois sur la partie benchmark et à la fois sur la partie go-to-market. J'ai aussi continuellement, en dehors de ces informations officielles qui ont été partagées aux stakeholders par email, lors de points. J'avais fait une grosse page Notion aussi avec toutes nos activités et la mise à jour, est-ce que ça restait, est-ce que ça s'arrêtait, est-ce qu'on revoyait la fréquence à laquelle on faisait ces livrables ou à laquelle on faisait ces études ou les GTM, etc. Et c'était aussi une communication informelle au quotidien. Parce qu'il faut savoir qu'on était dans une ambiance assez particulière où la plupart des équipes ont été impactées. Donc, tout le monde était un peu dans le même mood de OK, on a des objectifs business qui s'arrêtent pas, mais on a des ressources en moins. Comment est-ce qu'on fait? Ça a passé par des
étapes de communication formelle parce qu'on est obligé de dire que voilà, ça va pas continuer. Et en même temps, beaucoup d'échanges informels au quotidien sur où est-ce qu'on en était, ce qu'on allait faire, échange de méthodologie aussi en fonction des personnes. Et comment ça s'est passé dans la réalité? J'imagine qu'il y a eu cette étape un peu de, comme tu disais, de réflexion, de partage de la théorie, tu vois, en disant, bon, bah voilà, nous, on veut faire ça, c'est vers ça qu'on tend. Comment est-ce que tu as réussi à, par la suite, gérer le quotidien et dérouler le plan que tu imaginais et qui, pour toi, était du coup le plus efficace et le meilleur pour la situation? C'est assez particulier la partie PMM parce que souvent on a des scopes larges avec des missions diverses et en fait on est des petites équipes, donc c'est compliqué de dire en fait on va se concentrer sur une ou deux choses parce qu'on est énormément sollicité pour plein de missions différentes et qui sont toutes intéressantes et qui apportent de la valeur. Donc un des enjeux ça a été de rester concentré et de dire quand on venait nous solliciter sur des missions qu'on avait dit qu'on arrêtait, de dire non. En fait, on ne pourra pas continuer cette mission parce que on n'a plus les ressources pour le faire. Ça a été de trouver des compromis entre les demandes de certaines équipes et leurs valeurs business et leur utilisation. Par exemple, on a externalisé toute notre production de sales collaterals parce qu'on sait que ça a de la valeur pour nos équipes commerciales, mais en fait, c'est quelque chose qui demande énormément de bande passante de notre côté. Donc, on a travaillé sur des process pour aller travailler avec des prestataires externes et revoir aussi la fréquence, c'est-à-dire qu'au lieu de les mettre à jour à chaque lancement, désormais, c'est une mise à jour qui est trimestrielle. Donc aussi, gérer les attentes des équipes business de ce côté-là. Et puis, refuser certaines demandes, surtout expliquer pourquoi. Je pense que la communication et tout le travail qui a été fait en amont, d'embarquer nos stakeholders dès le départ et ensuite de communiquer très largement sur ça on fera plus pour X et X raisons, a permis de mettre des garde-fous et de se réappuyer sur ce document qui avait été validé pour dire voilà, aujourd'hui on n'a plus de ressources, on a d'autres priorités. Ça sort du nouveau scope de l'équipe PMM, ça a été vraiment un espèce de guide et de référence à ça. Oui, d'où l'importance de documenter et de vraiment partager à chaque étape du process et de pas arriver à la fin et de tout dire quand on est un peu au pied du mur. Oui, tout à fait. C'était vraiment très important. Je pense que cette communication permanente, j'ai aussi eu la chance d'avoir des stakeholders en face de moi qui sont toujours des personnes ultra bienveillantes avec beaucoup d'empathie et qui se sont, encore une fois, on s'est tous retrouvés dans la même situation en même temps. Donc, un soutien mutuel entre le fait de devoir passer de 5-6 personnes à 2-3 et tous dans le même bateau, à devoir se dire, OK, comment est-ce qu'on avance et comment est-ce qu'on continue? Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les nouveaux process que vous avez mis en place pour y arriver? Honnêtement, et c'est assez intéressant de voir plus 1 an, parce que ça fait aujourd'hui 1 an qu'on a mis en place cette nouvelle façon de travailler. Ça a amené à plus de collaboration avec certaines équipes. On cherche encore toujours l'équilibre et les bons process pour travailler ensemble, mais on a des roadmaps partagés, notamment avec les équipes UX Research et Content Design, où en fait on se parle régulièrement. On se parlait déjà à l'époque, mais on se parle encore plus régulièrement et on se dit ok, sur ce sujet-là, nous on va avancer de tel côté, nous on a ce sujet-là, ok, il faut qu'on mette nos ressources en commun. On voit comment nos études se complètent pour amener quelque chose de global. On s'est beaucoup appuyé aussi sur l'équipe Sales Enablement, qui nous a donné pas mal de soutien sur tout ce qui était Sales Collaterals, sur les lancements. On s'est énormément rapproché de certaines équipes et on a externalisé d'autres tâches, comme je disais, toute la production des Sales Collaterals avec des prestataires externes. Et tu peux nous dire justement, quand tu disais que vous collaborez encore plus, que vous voyez plus, c'est parce que vous avez maintenant plus de synchro avec les équipes, vous voyez avant tous les mois, maintenant c'est toutes les 2 semaines. C'est ça par exemple, ou il y a d'autres choses aussi qui ont fait que vous avez réussi à aujourd'hui mieux collaborer et travailler davantage ensemble? Je pense qu'il y a eu des projets communs qui se sont dessinés après le PSE qui nous ont permis de nous rapprocher. Il y a eu aussi le fait que l'équipe PMM a été énormément impactée par le PSE, mais d'autres équipes ont été énormément impactées aussi. Et il y a eu cette espèce de soutien mutuel. On est dans le même bateau et il faut qu'on s'appuie les uns les autres pour partager nos ressources. Donc je dirais un peu des deux, à la fois du business et à la fois de l'humain aussi, de soutien et d'empathie mutuelle sur ces sujets. Et tu disais, ça fait 1 an environ aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment ça se passe? Est-ce que vous êtes toujours 3? Est-ce que au contraire vous avez recruté?
Comment ça se passe? Il y a eu pas mal de changements dans l'équipe Product Marketing en un an. Je suis partie de l'équipe Product Marketing pour prendre un poste de Product Manager. Je suis passée de l'autre côté de la force. Du coup, la tête de l'équipe a été passée à quelqu'un en interne. On a utilisé mon headcount pour recruter notre alternant qui arrivait à la fin de son alternance en CDI. Ça, c'était une grosse victoire. On est super fiers de l'avoir recruté, déjà parce qu'il est bon. Et on est actuellement en recherche d'un alternant. Donc en fait, aujourd'hui, l'équipe PMM, elle est actuellement composée de 3 personnes. Donc le manager, une personne toujours dédiée à la partie recherche de marché et un poste qui s'oriente de plus en plus vers la business intelligence, donc hyper intéressant comme évolution, et une personne 100% dédiée au GTM. Donc en fait, le poste de GTM qui était toute l'année dernière partagé sur mon headcount, donc à la fois un poste de manager et sur le GTM, a maintenant quelqu'un de 100% dédié. Et on recherche un alternant pour continuer à aider sur toutes les tâches du quotidien. Donc une évolution plutôt positive pour l'équipe Product Marketing en 2023 et qui, je l'espère, va continuer en 2024. Bon, on fera un autre épisode pour que tu nous racontes ton expérience du passage de l'autre côté de la force, comme tu dis. Exactement. Et est-ce que tu peux, avec le recul, nous partager ton principal apprentissage, si tu en as plusieurs, ça marche aussi, que tu retiens de cet événement, de cette expérience qui est quand même assez unique, qu'on n'a pas l'habitude de vivre, qu'on peut ne jamais vivre ou qu'on peut vivre au contraire une fois ou plusieurs fois. Tout à fait. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est des événements exceptionnels, mais qui font partie de la vie d'une entreprise et de la vie d'un business. En termes d'apprentissage, moi, ce que je retiens, c'est que j'ai appris à structurer une équipe PMM et à en justifier la structure auprès de ma hiérarchie et de mes key stakeholders. C'était la première fois que je faisais un exercice comme ça par moi-même parce que j'ai hérité d'une équipe qui était déjà bien structurée. Pas besoin de se poser des questions, ça fonctionnait. Donc c'était très intéressant de se dire ok quelle est la démarche, comment je l'applique, comment je la justifie et comment je m'appuie sur cette démarche derrière, donc construire quelque chose de pérenne. Ça c'est sur la partie métier. Sur la partie plus humain, je dirais qu'il faut apprendre à lâcher prise et se dire qu'il y a des événements qui ne dépendent pas de nous. Faire preuve d'empathie, ça paraît bête à dire, mais se rappeler que parfois on ne sauve pas des vies et qu'il faut prendre du recul sur les tâches du quotidien et sur ce qui se passe dans nos vies pro dans ces moments-là. Et justement, est-ce que on essaie toujours de prendre le positif dans ce genre d'événement? Est-ce que tu peux du coup nous résumer, selon toi, qu'est-ce qui a... Tu parlais de structuration, etc. Qu'est-ce que tu vois en termes d'aspect positif de cet événement? Ça a permis de prendre du recul sur la fonction product marketing, de se reposer la question, ok, qu'est-ce que c'est le product marketing? Qu'est-ce que c'est le product marketing appliqué à OC? Et d'évangéliser un peu plus, ou en tout cas d'expliquer un peu plus la fonction auprès de nos stakeholders et plus généralement sur l'entreprise. Ça nous a vraiment permis de nous concentrer sur l'essentiel et de se dire, ok, quel est l'impact que je vais avoir en fait directement au quotidien, à la fois sur le business et sur les équipes avec qui je collabore tous les jours. Et si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs, que ce soit manager ou pas, juste des product marketing managers ou peu importe, qui va vivre ou qui est en train de vivre ce genre de situation, qu'est-ce que ce serait? Partager les réflexions avec les équipes avec qui on collabore au quotidien. Demander conseil. Alors peut-être à son manager, mais aussi à des équivalents hiérarchiques, à des gens autour de nous, parce que c'est toujours bon d'avoir du feedback. Ça nous permet d'avancer en fait dans nos réflexions. Je dirais de continuer à partager avec les équipes qui sont proches de nous et qui traversent la même chose. Moi, je me souviens avoir beaucoup échangé avec les équipes content design qui se sont retrouvées très impactées. Et en fait, ça faisait du bien de partager ces moments. Prendre le temps d'écouter ces équipes et de prendre leur feedback. Prendre du recul sur la situation. Se rappeler que ce sont des circonstances exceptionnelles dans la vie d'une entreprise, même si ça arrive, et faire preuve, je dirais, avec des guillemets, d'auto-empathie, de dire que on fait de son mieux dans des circonstances qui sont pas faciles. Et est-ce qu'avec du recul, il y a quelque chose que tu ferais différemment? Je pense que je communiquerai plus et plus largement. J'ai beaucoup discuté et collaboré avec les équipes en collaboration directe et avec ma hiérarchie, et je pense que j'aurais dû profiter de ce moment pour communiquer plus largement à toute l'entreprise sur ce qu'était le PMM et sa valeur ajoutée pour Open Classrooms. Donc en fait, pas seulement à ses stakeholders directs, donc on parlait de marketing, sales, produits, mais en fait même à des équipes avec qui on n'a pas forcément l'habitude de travailler au quotidien, c'est ça? Exactement, parce que ça aurait pu générer, je pense, peut-être des opportunités de collaboration qui n'ont pas été identifiées à l'époque. Super intéressant. Merci Barbara pour ce partage d'expérience. Je pense que ça va aider énormément de personnes et même ça permet aussi de prendre du recul et de en fait se poser la question, même si on n'est pas dans cette situation-là,
quel est le rôle du PMM, comment est-ce qu'on peut apporter un maximum de valeur et sur quoi il faut se concentrer. Et je pense qu'en effet, c'est des questions qu'il faut se poser en continu et pas attendre un événement spécifique pour le faire, même si c'est pas facile. Est-ce que, du coup, tu es d'accord pour passer aux 3 dernières questions de la fin? Oui, allons-y. Quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que tu aimerais écouter sur ce podcast et pourquoi? Ce serait plutôt autour d'un sujet, autour du lead d'une équipe. Quel est le rôle d'un manager d'une équipe product marketing, d'un directeur d'une équipe marketing? Comment est-ce qu'on prend son poste? Les enjeux qu'on rencontre. Pourquoi? Parce que y a peu de personnes en fait qui ont ce poste actuellement dans l'écosystème produit. Parce que les équipes product marketing sont petites et que c'est une fonction qui est encore en train de se développer. Et moi, j'ai été un peu projetée dans ce rôle et j'avoue que j'aurais bien aimé avoir quelques conseils pour mieux appréhender cette prise de poste. Ça va arriver, c'est la bonne nouvelle. Quelles ressources ou livres tu recommandes? Moi, je recommande le livre Loved de Martina Loshenko. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il illustre bien les principes de base du product marketing. Et il y a beaucoup d'idées de collaboration, d'activités qui sont directement applicables dans une équipe product marketing. Et je trouve que ce qui est aussi sympa de ce livre, c'est qu'il y a pas mal d'exercices très pratico-pratiques, de questions, et on peut vraiment le suivre comme un peu comme une sorte de guide. Donc c'est pas forcément un livre à lire de A à Z comme un roman, mais de prendre un peu les sections qui nous intéressent à un moment donné. Je trouve que c'est assez intéressant. Exactement. Il y a vraiment des conseils directement applicables au quotidien, et il n'y a pas beaucoup de livres qui sont aussi pratiques que celui-là. Et enfin, où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter pour te remercier, pour t'écrire? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, je suis majoritairement dispo sur LinkedIn. Vous pouvez m'écrire, me contacter. Je suis toujours partante pour échanger autour de la fonction product marketing et puis autour de la fonction product management, du coup, si les gens ont envie d'en parler aussi. Trop bien. Merci encore Barbara et je te dis à bientôt et à un prochain épisode de Product Marketing Stories ensemble du coup. Exactement. Merci beaucoup Carlotta. À bientôt. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci